Et si je te disais que ton obsession, oui, ton obsession pour la propreté, pour l'ordre immaculé, pour le minimalisme parfait, est en réalité en train de te rendre bien moins productif? Oui, tu as bien entendu. Moins efficace, moins créatif, moins toi. C'est une affirmation audacieuse, n'est-ce pas? Une idée qui va à l'encontre de tout ce que tu as appris depuis ton enfance, de chaque magazine de décoration, de chaque gourou de l'efficacité que tu as pu suivre. Imagine un instant cette pile de papier qui attend sur ton bureau, ce tiroir que tu repousses de peur de l'ouvrir, ce dressing où règne un certain désordre. Et si je te chuchotais que ces lieux, ces coins que tu perçois comme des failles dans ton armure de personnes organisées, pourraient en fait être la clé secrète de ton succès? Non pas un succès de façade, mais un succès profond, ancré dans une productivité authentique et une créativité débridée. C'est une pilule difficile à avaler, je sais. Car depuis toujours, on t'a martelé le contraire. On t'a dit qu'un esprit clair nécessite un espace clair. Qu'un bureau rangé est le signe d'une pensée organisée, que le chaos est l'ennemi juré de l'efficacité. Et si tout cela n'était qu'une immense, gigantesque illusion, une vérité si bien ancrée qu'on n'ose même plus la questionner? Mais alors tu vas me demander, avec cette lueur de défi dans le regard, comment est-ce possible? Comment le chaos, ce vilain mot que l'on cherche à bannir de nos vies et de nos agendas, pourrait-il nous rendre plus efficaces, plus brillants, plus ingénieux, quand on nous a toujours répété le contraire? Tu te souviens peut-être de ta grand-mère te disant de ranger ta chambre avant de pouvoir jouer, ou de ce professeur à l'école qui insistait sur l'ordre de tes cahiers pour mieux penser. La société, nos parents, nos mentors, ils nous ont inculqué que l'ordre est la voie, qu'une ligne droite est toujours le chemin le plus court. Mais ce que je te propose d'explorer aujourd'hui, c'est une déviation, une route sinueuse parsemée de doutes et de réflexions qui pourrait bien te mener à une destination inattendue. Une destination où l'imperfection n'est plus une tare, mais une force brute. Une destination où la vie, dans toute sa richesse, ne se plie pas toujours aux colonnes de tableur Excel. La réponse, mon ami, n'est pas simple. Elle n'est pas binaire, comme on voudrait te le faire croire. Ce n'est pas un simple interrupteur on-off. Elle est complexe, nuancée et profondément humaine. Elle se base sur une idée qui, à première vue, pourrait te sembler absurde, qu'un certain niveau, et j'insiste sur le mot certain, de désordre peut non seulement ne pas te nuire, mais aussi, de manière presque magique, fomenter la créativité et stimuler ton adaptabilité. Pense-y un instant. Quand tout est parfaitement rangé, chaque chose a sa place à signer, chaque étiquette lisible. Où est la place pour la découverte inattendue? Où est la surprise? Où est cette étincelle qui jaillit quand deux idées sans rapport se rencontrent fortuitement sur une table en désordre? La rigidité de l'ordre absolu peut parfois étouffer l'expérimentation, cette douce folie qui mène aux plus grandes inventions. Elle peut t'enfermer dans des schémas de pensée préexistants, t'empêchant de voir au-delà du cadre que tu as si méticuleusement construit. Pourtant, cette idée ne doit pas te servir de prétexte pour tout laisser à l'abandon. Ce n'est pas un appel à la négligence, ni une incitation à transformer ton espace de vie ou de travail en un champ de bataille chaotique. Alors la question qui doit naturellement te brûler les lèvres est la suivante. Si un peu de désordre est bon, est-ce que cela signifie que nous devrions, à partir de maintenant, vivre dans un véritable Verdero pour devenir des génies? Dois-tu cesser de te soucier de l'hygiène, des accumulations, des miettes de pain sous ton clavier? Bien sûr que non. L'idée n'est pas de troquer un extrême pour un autre. L'idée n'est pas de vivre dans l'insalubrité ou de ne plus jamais savoir où tu as posé tes clés. Car, soyons honnêtes, un désordre trop envahissant, celui qui te paralyse, celui qui te fait perdre un temps précieux à chercher ce que tu ne trouves jamais, celui-là est bel et bien un ennemi de la productivité. Il génère du stress, de la frustration et peut même nuire à ta santé mentale. Le Verdedro est une image forte, une provocation pour t'amener à réfléchir au-delà des clichés. Pour te faire comprendre que l'équation plus c'est propre, plus c'est productif n'est pas aussi simple qu'elle y paraît. Alors, si ce n'est pas le chaos total, et si ce n'est pas non plus la propreté clinique, n'y aurait-il pas un point optimal, un juste milieu, une sorte de chaos contrôlé, qui non seulement ne te nuirait pas, mais qui au contraire, pourrait réellement potentier ta capacité à innover sans jamais tomber dans le désastre total? Imagine un musicien de jazz improvisant sur une mélodie. Il y a une structure, des règles, mais aussi une liberté totale d'explorer, de briser les conventions, de laisser les notes s'entrechoquer de manière inattendue pour créer quelque chose de nouveau. Son désordre apparent est en fait une maîtrise subtile. Est-ce là où réside la véritable magie? Dans cette zone grise, cette zone fertile où l'ordre ne bride pas l'esprit et où le désordre ne submerge pas ta capacité à agir. Pense aux grands inventeurs, aux artistes, aux penseurs. L'image populaire de leurs ateliers ou de leurs bureaux n'est souvent pas celle d'un espace aseptisé, mais plutôt d'un lieu foisonnant d'outils, de croquis, de livres ouverts, de notes éparpillées. Était-ce juste de la négligence ou y avait-il une intelligence derrière ce désordre apparent? Une logique qui leur était propre, une synergie entre les objets qui les aidaient à faire des connexions insoupçonnées. Ce chapitre t'invite à remettre en question ce que tu crois savoir sur la propreté et la productivité. Il t'invite à regarder ton propre espace avec des yeux neufs. Est-ce que cette pile de livres non lus sur ta table de chevet est un signe de paresse ou bien un réservoir d'inspiration latente, attendant le bon moment pour te livrer une idée? Est-ce que le fait que tes stylos ne soient pas parfaitement alignés dans leur peau t'empêche vraiment de rédiger cette idée brillante, ou est-ce que leur position aléatoire te permet de choisir celui qui te plaît au moment précis où l'inspiration frappe? Le cœur de cette énigme, la question fondamentale qui te hantera, je l'espère, tout au long de ce parcours est la suivante. Où se situe cette frontière invisible entre le désordre stimulant et le chaos paralysant pour toi?
personnellement? Car la réponse n'est pas universelle. Elle est intime, elle est liée à ta personnalité, à ton mode de fonctionnement, à ta manière unique d'interagir avec le monde qui t'entoure. Es-tu prêt à explorer cette zone de confort ou d'inconfort que tu as toi-même établie et à te demander si, en essayant de tout ranger, tu ne ranges pas aussi une partie de ton potentiel? Si, en voulant être parfaitement organisé, tu ne te rends pas service en réalité, en étouffant des étincelles de génie qui ne demandent qu'à éclore dans un environnement un peu plus vivant? Cette exploration va te forcer à reconsidérer tes habitudes, tes routines et même la manière dont tu te perçois en tant qu'être productif. Prépare-toi à être secoué, à être provoqué et peut-être même à te sentir un peu perturbé. Car la vérité, tu le sais, est rarement aussi simple et propre qu'on voudrait nous la faire croire. L'image que l'on te vend, cette carte postale idyllique d'un espace de travail impollu, d'un bureau où chaque stylo est aligné au millimètre près, où aucune poussière n'ose se poser, où les étagères sont des œuvres d'art minimalistes, cette image, mon ami, est une pure et simple piège. Bien encore, c'est une illusion coûteuse. On te l'a présenté comme le Graal de la productivité maximale, le signe infaillible d'un esprit organisé et d'une efficacité redoutable. Mais si je te disais que, paradoxalement, la poursuite acharnée de cette perfection stérile peut devenir l'une de tes plus grandes distractions? Oui, cette quête de l'ordre absolu, cette soif d'un environnement immaculé pourrait bien te détourner de ce qui compte vraiment, ton travail, ta créativité, ton impact réel. C'est une vérité inconfortable, je le sais, car elle ébranle une croyance profondément ancrée. Tu te rappelles peut-être ces moments où tu te préparais à attaquer une tâche importante, un projet qui nécessitait toute ton attention, et puis soudain ton regard a balayé ton bureau, une petite pile de papier, une tasse de café vide, un câble emmêlé. Et là, une voix intérieure insidieuse t'a soufflé. Impossible de commencer dans ce désordre. Il faut d'abord que tout soit parfait. Et te voilà parti. 2 minutes pour ranger les papiers, 5 pour laver la tasse, 10 pour démêler les câbles qui semblent avoir une vie propre, 20 autres pour nettoyer l'écran, passer un coup de chiffon sur la table, réaligner les livres. Et soudain, sans même que tu t'en rendes compte, 1 heure s'est écoulée. 1 heure de temps précieux, d'énergie mentale, dépensée non pas à faire avancer ton projet, mais à le préparer à avancer. Mais qu'en est-il de ces innombrables heures que tu as perdues à organiser et réorganiser, à nettoyer ce qui était déjà à peine sale, à parfaire ce qui était déjà fonctionnel, alors que tu aurais pu tout ce temps être en train de produire? Pense à cela. 20 minutes ici, une demi-heure là, 1 heure entière le week-end pour remettre de l'ordre. Additionne ces fractions de temps. Le total est vertigineux, n'est-ce pas? C'est le temps que tu aurais pu consacrer à un loisir, à tes proches ou simplement à te reposer. Et surtout, à créer, innover, avancer. La réalité est souvent moins glamour que les photos de magazines. Pour beaucoup d'entre nous, ce geste compulsif de ranger, de trier, de nettoyer se transforme en une forme subtile mais pernicieuse de procrastination productive. C'est le piège le plus sournois, une tâche qui en apparence se sent utile. Tu as l'impression de faire quelque chose de constructif, de te préparer au succès. Tu as le sentiment d'une victoire, petite mais immédiate, sur le chaos. Mais cette victoire n'est qu'une diversion. Elle t'éloigne minute après minute de ce qui est réellement important, de tes objectifs primaires, de la tâche ardue qui nécessite ta concentration et ton courage. C'est comme passer des heures à affûter ta hache quand l'arbre est déjà tombé. La préparation est essentielle, oui, mais à quel moment la préparation devient-elle une fin en soi, plutôt qu'un moyen? Combien de fois tu dis « je ne peux pas commencer tant que X n'est pas rangé », alors que X n'avait absolument aucun impact direct sur ta capacité à démarrer? C'est le chant des sirènes du perfectionnisme qui te promet l'efficacité par l'ordre, mais te livre en fait l'inaction par la distraction. Cependant, il faut nuancer. Est-ce que cette forme de nettoyage compulsif est toujours de la procrastination, ou y a-t-il des moments, des contextes précis où l'acte de ranger et de nettoyer est en réalité une véritable investissement dans ton futur productif? Pense à une personne qui nettoie son espace après un long projet intense, comme une manière de clore ce chapitre et de se préparer mentalement au suivant. Ou quelqu'un qui organise ses outils 1 fois par semaine pour s'assurer qu'ils sont prêts pour les défis à venir. Dans ces cas-là, la propreté n'est pas une fuite, mais une fondation. Elle n'est pas une distraction, mais d'un acte délibéré de maintenance, de préservation. Alors, comment distinguer l'un de l'autre? Comment savoir si tu es en train de te saboter ou de te préparer? La ligne est mince, floue et terriblement personnelle. Elle dépend de ton intention, de la fréquence et de l'impact réel sur ta capacité à commencer et à maintenir ton élan. Si le nettoyage te permet de démarrer avec une énergie renouvelée, sans que cela ne devienne une routine obsessive qui mange ton temps de travail, alors peut-être que c'est une bonne chose. Mais si c'est une excuse pour reporter l'inévitable, alors c'est un problème. Ce qui nous amène à une question encore plus profonde, plus provocante, celle qui doit résonner en toi bien après la fin de cette discussion. Pourrait-il être que la véritable productivité ne se niche pas, comme on le croit si souvent, dans un ordre absolu? Non pas dans un bureau immaculé, ni dans un calendrier millimétré où chaque seconde est comptée et chaque case cochée avec fierté, mais plutôt dans une capacité, une compétence presque subversive, celle d'ignorer le désordre quand c'est nécessaire. Pense à toi, assis devant ton ordinateur, le cerveau bouillonnant d'idées. Devant toi, une tasse vide, un magazine froissé, peut-être même quelques miettes de pain du petit déjeuner. Et pourtant, ton esprit est en ébullition. Tes doigts volent sur le clavier, les mots s'enchaînent, les idées fusent. À ce moment précis, le désordre matériel est-il une entrave? Non, il est insignifiant, il est invisible. Ton attention est focalisée ailleurs, sur la tâche à accomplir, sur la création qui prend forme sous tes yeux. Cette capacité à ignorer le désordre n'est pas de la négligence, c'est de la concentration pure. C'est la reconnaissance que ton environnement physique n'est qu'un arrière-plan et non le principal acteur de ta performance. C'est comprendre que l'ordre extérieur n'est pas toujours le reflet de l'ordre intérieur.
Un esprit peut être d'une clarté cristalline, même si les chaussettes ne sont pas appariées et que les dossiers ne sont pas classés par ordre alphabétique. C'est une forme de liberté mentale, celle de ne pas être l'esclave de l'apparence, de ne pas se laisser dicter ses actions par une norme imposée par la société ou par une vision idéalisée et souvent irréaliste de ce que devrait être un espace de travail. Imagine les artistes avant-gardistes, les scientifiques qui révolutionnent leur domaine. Crois-tu qu'ils passaient leur journée à ranger leurs pinceaux ou à organiser leurs éprouvettes avant de plonger dans leur travail révolutionnaire? Non, leur passion, leur urgence de créer, leur poussait à transcender le besoin d'un environnement parfait. Ce chapitre te pousse à te demander à quel point es-tu prisonnier de l'image, de l'apparence, à quel point te laisses-tu distraire par la quête d'une perfection visuelle au détriment de l'action réelle. Est-ce que tu te conditionnes à ne pas pouvoir commencer avant que tout ne soit parfait, alors que ce parfait est un mirage qui s'éloigne à mesure que tu t'en approches? Peut-être que la vraie maîtrise de soi, la vraie discipline, ne réside pas dans le fait de toujours tout ranger, mais dans la capacité de dire « Non, ceci peut attendre. Mon travail ne peut pas attendre. » C'est une distinction cruciale. C'est l'essence même de la productivité, la capacité de se concentrer sur ce qui compte, peu importe le bruit visuel autour de soi. Et cette capacité, mon cher ami, est peut-être la clé la plus précieuse que tu puisses développer pour libérer ton véritable potentiel. N'est-ce pas une idée subversive? Une idée qui, si tu l'acceptes, pourrait bien changer radicalement ta façon de travailler, et même ta façon de vivre. Prépare-toi à une idée qui va bousculer tes certitudes, une vérité qui peut-être résonnera secrètement en toi. Et si je te révélais que, selon les scientifiques eux-mêmes, un environnement légèrement désordonné ne t'empêche pas de penser, mais peut au contraire stimuler ton esprit, que ce fouillis que tu t'efforces de cacher quand quelqu'un sonne à la porte, cette collection de notes éparpillées sur ton bureau, ce tiroir où règne une joyeuse anarchie, pourraient être les véritables catalyseurs de ton génie? Oui, ce n'est pas une blague. Nous parlons de pensée divergente. Cette capacité à générer une multitude d'idées, à explorer des chemins inattendus, à connecter des concepts qui n'ont, à première vue, rien en commun. Et nous parlons de résolution créative de problèmes, cette faculté à trouver des solutions innovantes là où d'autres ne voient que des impasses. Ce désordre que tu considères comme une imperfection, ce signe de négligence que tu t'efforces de corriger, pourrait bien être, crois-le ou non, ton super pouvoir caché. Imagine l'atelier d'un artiste, rarement un lieu stérile, n'est-ce pas? Des pinceaux maculés de peinture, des toiles inachevées empilées, des pots de couleurs partout, des esquisses froissées au sol. Est-ce du désordre? Oui. Est-ce un obstacle à sa création? Pour la plupart, c'est l'essence même de leur processus. C'est dans ce chaos apparent que naissent les chefs-d'œuvre. Ou pense à un scientifique de renom dont le bureau est tapissé de livres ouverts à des pages différentes, de notes gribouillées, de tasses de café à moitié pleines. Crois-tu qu'ils rangent tout scrupuleusement avant de laisser leur esprit vagabonder vers la prochaine grande découverte? Non. Souvent, c'est justement cette juxtaposition inattendue d'éléments disparates, cette friction visuelle, cette absence de classification rigide qui permet à de nouvelles connexions neuronales de se former. Ton désordre n'est peut-être pas un échec de ton organisation, mais une manifestation de ton cerveau en pleine effervescence, jonglant avec des informations, des idées, des possibilités qui ne demandent qu'à se rencontrer. C'est une idée qui dérange, n'est-ce pas? Car elle remet en question tout ce que l'on t'a appris sur la rigueur et la méthode. Mais si ce désordre était en fait le terrain de jeu de ton subconscient, un espace où les idées peuvent danser librement avant de prendre forme? Cependant, et c'est là que la conversation devient épineuse, il y a une question cruciale qui doit être posée, une ligne que nous devons absolument tracer. Où se termine exactement la créativité et où commence le chaos paralysant? Où est le point de rupture où ce qui était une force devient une entrave? Tu as probablement déjà vécu cette sensation, cette envie d'innover, de créer quelque chose de nouveau, et puis tu regardes autour de toi. Les dossiers s'accumulent, les objets inutiles envahissent ton espace, la poussière s'installe, et soudain l'inspiration s'évapore. L'énergie créative est remplacée par un sentiment d'accablement, de lourdeur. Tu te sens submergé, incapable de penser clairement, encore moins de créer. Les idées qui devaient jaillir restent prisonnières d'un esprit embrouillé, noyé dans un océan de désordre. Ce qui était censé être ton super pouvoir se transforme alors en ton pire ennemi. C'est une frontière subtile, une danse délicate entre la liberté et la contrainte, une danse que nous devons apprendre à maîtriser. Car le désordre peut être un ami, mais il peut aussi être un tyran impitoyable si tu le laisses prendre le contrôle. La vérité, cher ami, c'est qu'il existe une ligne très très fine, une ligne presque imperceptible entre le désordre qui stimule et celui qui détruit. Un désordre excessif, celui qui t'envahit et te submerge, peut sans aucun doute générer un stress immense. Tu te sens dépassé, tu as l'impression de perdre le contrôle, et cette sensation d'anxiété vient parasiter ta capacité à te concentrer. Les pensées s'embrouillent, la clarté disparaît, et la tâche la plus simple devient une montagne insurmontable. Ce désordre excessif peut également fortement t'empêcher de te concentrer. Chaque objet hors de sa place devient une mini-distraction visuelle, un rappel de quelque chose que tu devrais faire, un bruit de fond incessant pour ton cerveau. Ton esprit est constamment sollicité, fragmenté, incapable de se plonger dans le travail profond qui nécessite une immersion totale. Et bien sûr, ce désordre excessif te fait perdre un temps fou à chercher des choses. Combien de fois as-tu fouillé pendant des minutes, voire des heures pour retrouver un document important, tes clés, ou même ce petit carnet où tu avais griffonné une idée brillante? Ce temps perdu n'est pas du temps productif, c'est du temps volé à ta créativité, à ton repos, à ta vie. Cependant, et c'est là le twist, le problème réel n'est pas le désordre en lui-même. Non, ce n'est pas la présence d'objets non alignés ou de piles de livres qui est intrinsèquement mauvaise. Le véritable problème réside dans notre relation avec ce désordre. C'est ta perception, ta réaction émotionnelle à ce qui t'entoure qui détermine si ce désordre est un atout ou un fardeau.
Si tu es quelqu'un qui se sent profondément mal à l'aise, anxieux ou frustré par la moindre imperfection visuelle, alors même un léger désordre peut te déconcentrer et te rendre moins productif. Pour toi, la clarté visuelle est une condition sine qua non de la clarté mentale. Mais si tu es une âme plus bohème, qui trouve de l'énergie dans le chaos créatif, qui voit le désordre comme une tapisserie de possibilités, alors ce même environnement te stimulera. Il n'y a pas de jugement ici, il y a juste une observation. Ta relation avec le désordre est plus importante que le désordre lui-même. Alors si c'est notre relation au désordre qui est clé, comment pouvons-nous savoir avec certitude quand notre désordre personnel nous aide et quand il nous sabote? C'est la question à $1 million. La réponse ne se trouve pas dans un livre de Marie Kondo, ni dans un guide universel. Elle se trouve en toi. Elle demande une introspection honnête. Tu dois te poser des questions inconfortables. Est-ce que ce bureau créativement désordonné te permet de trouver les choses quand tu en as besoin, ou est-ce que tu perds systématiquement 20 minutes à chercher cette facture essentielle? Est-ce que ces piles de livres et de papier sont une source d'inspiration constante, ou bien te donnent-elles un sentiment d'accablement, un rappel constant de tout ce que tu n'as pas encore fait? Est-ce que tu te sens libre et stimulé dans ton environnement, ou est-ce que tu ressens une tension sous-jacente, un malaise diffus qui t'empêche de te détendre ou de te concentrer pleinement? La réponse à ces questions n'est pas un jugement moral sur tes habitudes. C'est une évaluation pragmatique de leur impact sur ton bien-être et ta performance. C'est reconnaître que ce qui est bon pour un esprit peut être toxique pour un autre. Ce qui nous pousse à considérer une idée encore plus radicale, une perspective qui pourrait changer ta façon de voir les choses pour toujours. Et si la véritable clé de ta productivité, de ta créativité, de ton efficacité n'était pas tant le niveau absolu de propreté de ton environnement, mais plutôt ta capacité intrinsèque à trouver ce dont tu as besoin, même au milieu du chaos? Imagine cela. Tu as un système qui n'est pas basé sur l'ordre parfait, mais sur ta capacité à te repérer dans ton propre désordre. C'est comme la main d'un chef dans une cuisine de restaurant qui sait exactement où se trouve chaque ustensile, même au milieu d'un coup de feu. Le chaos peut régner, mais il y a une logique sous-jacente, une connaissance intime de l'emplacement des choses qui échappe à l'œil extérieur. C'est une forme d'intelligence spatiale, une mémoire procédurale qui te permet de naviguer dans ton propre système. Cette capacité ne dépend pas de la propreté de ton bureau, mais de l'agilité de ton esprit. Elle repose sur le fait de savoir instinctivement où tu as posé ce document important, même s'il n'est pas dans un dossier étiqueté. Elle repose sur la confiance que tu as en toi-même pour retrouver tes informations, même si elles sont éparpillées. C'est une forme de maîtrise du désordre, pas son éradication, et c'est là que réside la véritable liberté. La liberté de créer, d'expérimenter, de faire des erreurs, sans que le besoin obsessionnel de ranger ne vienne interrompre ton flux. C'est une idée puissante, car elle déplace le curseur de la perfection extérieure vers une compétence intérieure. Elle te dit que tu n'as pas besoin d'être un robot de l'ordre pour être productif. Tu as juste besoin de te comprendre toi-même et de comprendre ta relation avec ton environnement. Es-tu prêt à embrasser cette idée, à te faire confiance pour naviguer dans ton propre monde, même s'il ne correspond pas à l'image parfaite que la société attend de toi? C'est une question qui pourrait bien débloquer des niveaux de productivité et de créativité que tu n'imaginais même pas possible. Après avoir démystifié l'idée que le désordre est toujours l'ennemi et que l'ordre est toujours la solution, il est temps d'aborder une autre vérité, tout aussi inconfortable, mais nécessaire. Arrêter de nettoyer compulsivement ne te rendra pas, comme par magie, plus productif. Non, ce n'est pas une formule magique. Tu ne peux pas simplement abandonner ta brosse et ton plumeau et t'attendre à ce que les idées affluent et que les tâches s'accomplissent d'elles-mêmes. Ce serait trop simple, n'est-ce pas? La véritable productivité, celle qui te pousse vers tes objectifs, celle qui te permet d'accomplir ce qui compte vraiment. Cette productivité-là ne se cache pas sous ton lit, ni derrière ton canapé. Elle ne réside pas dans le fait que tu aies ou non passé l'aspirateur ce matin. Non, la véritable productivité se dissimule dans tes habitudes, dans tes rituels quotidiens, dans les choix conscients que tu fais, minute après minute, heure après heure. Elle ne se trouve pas dans ta panoplie de produits nettoyants, mais dans ton engagement, ta discipline et ta capacité à naviguer dans le flux incessant des distractions modernes. Ta productivité n'est pas une question d'aspirateur, mais de stratégie personnelle. Tu as peut-être ressenti cette légère déception en entendant cela. Ah, alors le désordre n'est pas ma baguette magique? Non, pas tout seul. Car si tu laisses un espace qui était autrefois impeccablement rangé se transformer en un terrain vague de l'oubli, sans rien changer d'autre à ton approche, tu risques juste de remplacer une forme de procrastination par une autre, ou de te retrouver submergé par un chaos improductif. Le piège serait de croire que, puisque le désordre peut être créatif, n'importe quel désordre l'est. Ce n'est pas le cas. Alors si ce n'est pas la propreté obsessionnelle, et si ce n'est pas non plus le désordre laissé à l'abandon, qu'est-ce qui, concrètement, marque la différence? Qu'est-ce qui sépare ceux qui accomplissent de ceux qui tournent en rond, malgré un bureau impeccable ou un atelier chaotique? C'est la question que tu dois te poser, celle qui te pousse à regarder au-delà des apparences et des clichés bien établis. La réponse, mon ami, tient en plusieurs piliers, des piliers qui sont bien plus solides que n'importe quelle surface astiquée. Il s'agit en premier lieu de la priorisation. C'est la capacité de distinguer l'urgent de l'important, de choisir la tâche qui, une fois accomplie, aura le plus grand impact sur tes objectifs. C'est te demander, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va réellement me faire avancer, plutôt que de me maintenir en surface? Cela signifie dire non aux requêtes qui ne servent pas ta mission et oui aux défis qui te poussent à grandir.
Pense à ce temps que tu passes à répondre à des emails peu importants ou à juste vérifier les réseaux sociaux. Chaque minute consacrée à ces distractions mineures est une minute volée à ta tâche la plus cruciale. Ensuite, il y a l'art subtil mais vital d'éliminer les distractions numériques. Tes notifications de téléphone, ces petites lumières clignotantes qui te promettent une dose de dopamine à chaque instant, sont souvent des ennemis bien plus redoutables de ta productivité que la pile de magazines sur ta table basse. Ces interruptions fragmentent ton attention, brisent ton flux et te forcent à redémarrer ton cerveau à chaque fois. Mets ton téléphone en mode silencieux, désactive les alertes inutiles, ferme les onglets de ton navigateur qui n'ont rien à voir avec ta tâche actuelle. C'est une discipline de fer, je te l'accorde, dans un monde qui te pousse constamment à être hyper connecté, mais c'est une discipline qui paie en termes de concentration et de travail profond. Puis, il faut parler de l'importance cruciale d'établir des blocs de temps pour le travail profond. C'est le concept de deep work, où tu te coupes délibérément du monde extérieur pendant des périodes définies pour te plonger sans interruption dans une tâche complexe. Pas de téléphone, pas d'email, pas de distraction visuelle, qu'elle soit due au désordre ou à l'ordre. C'est durant ces périodes que ton cerveau peut véritablement se connecter, tisser des liens et produire des résultats de haute qualité. C'est là que l'innovation se produit. C'est là que les problèmes les plus ardus sont résolus. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il s'agit d'entendre et de comprendre ton propre rythme. Es-tu du matin? Es-tu plus créatif le soir? Y a-t-il des moments où tu as besoin de plus de silence et d'autres où un léger bruit de fond te stimule? La productivité n'est pas une taille unique qui convient à tout le monde. C'est une danse personnelle avec ton énergie, ta concentration et tes préférences cognitives. Apprendre à te connaître, à écouter les signaux de ton corps et ton esprit est une stratégie bien plus puissante que n'importe quel calendrier préétabli. Mais alors la question se pose, une question qui pourrait te tarauder si tu es de ceux qui sont particulièrement sensibles à leur environnement. Que se passe-t-il si, malgré toutes ces stratégies, le désordre physique reste une distraction aussi grande, voire plus grande, que les notifications de ton téléphone portable? Nous avons parlé du chaos contrôlé et du super pouvoir du désordre, mais pour certains, un environnement en désordre est intrinsèquement source d'anxiété. Chaque objet non rangé devient un point d'interrogation, un rappel de ce que je devrais faire, une charge mentale supplémentaire. Ton cerveau, au lieu de se concentrer sur la tâche principale, est constamment en arrière-plan, en train de scanner le désordre, de te rappeler qu'il y a des choses à faire, à trier, à nettoyer. Pour toi, cette pile de papier n'est pas une source d'inspiration, c'est un mur qui bloque ton esprit. Cette table encombrée ne te pousse pas à des connexions créatives, elle te donne mal à la tête. C'est une réalité légitime. Ignorer le désordre n'est pas une compétence universellement acquise, ni même souhaitable pour tous. Pour certaines personnalités, un environnement visuellement apaisé est une condition nécessaire pour que l'esprit puisse se déployer. Si ton attention est constamment happée par ce qui t'entoure, alors ces distractions physiques sont tout aussi néfastes que n'importe quelle interruption numérique. Elles sapent ta concentration, réduisent ta capacité de travail profond et te laissent épuiser avant même d'avoir réellement commencé. Il ne s'agit pas d'un manque de volonté, mais d'une configuration neuronale différente. Alors comment résoudre ce dilemme ? Comment trouver la paix mentale nécessaire pour être productif si ton environnement physique te tire constamment vers le bas? C'est là qu'intervient une approche plus nuancée. Ceci nous amène à la question cruciale qui doit guider nos pas. Comment pouvons-nous intégrer ce que j'appellerais une nettoyage stratégique qui, loin d'être une perte de temps, impulse réellement notre productivité sans jamais tomber dans le piège du perfectionnisme inutile? Il ne s'agit plus de tout nettoyer parce qu'il faut le faire, ni de laisser tout s'accumuler sous prétexte que le désordre est créatif. Il s'agit de développer une intelligence de la propreté, une approche consciente de ton environnement qui soutient tes objectifs plutôt que de les entraver. Pense à un chirurgien, son environnement est stérile pour une raison précise, vitale. Mais un artiste a besoin d'un certain désordre organisé pour créer. Tu dois trouver ton propre équilibre basé sur tes besoins réels et non sur une image idéalisée. Une nettoyage stratégique pourrait signifier par exemple dédier une période très courte et définie, disons 10 minutes, à la fin de ta journée de travail pour ranger ce qui est absolument nécessaire pour que tu commences le lendemain sans friction. Pas de grand ménage, juste l'essentiel pour apaiser ton esprit. Ou peut-être, pour toi, cela signifie avoir un espace sanctuaire qui reste toujours impeccable, comme ton bureau, même si le reste de la pièce est plus vivant. C'est un compromis, une zone de paix visuelle qui te permet de te concentrer. Cela pourrait aussi signifier que tu ne ranges que les choses qui te causent une réelle distraction ou une perte de temps. Si tu as besoin de ton stylo bleu précis et qu'il est toujours enfoui sous des papiers, alors c'est un problème. Si tu sais exactement où il est dans ton chaos, alors ce n'est pas un problème. La clé est de ne pas viser un ordre parfait, mais un ordre fonctionnel qui te sert, toi et tes objectifs, et non l'inverse. C'est une invitation à te défaire des injonctions externes et à écouter ton intuition profonde sur ce qui te permet de briller. Es-tu prêt à définir tes propres règles de propreté, celles qui te libèrent plutôt que de te ligoter? Nous arrivons au cœur de notre discussion, à la conclusion de ce voyage au-delà des évidences. Et la déclaration finale, celle qui, j'espère, restera gravée en toi, est la suivante. La propreté n'est ni ton ennemi juré, ni ton sauveur absolu. Elle n'est pas le monstre qui te vole ton temps, ni le héros qui garantit ton succès. Non, la propreté est simplement un outil. Rien de plus, rien de moins. Et comme tout outil, son impact réel, sa véritable valeur, dépend entièrement de comment tu choisis de l'utiliser. Une hache peut construire une maison ou la démolir, un couteau peut préparer un repas délicieux ou causer du tort.
Il en va de même pour l'ordre et le désordre dans ta vie. Leur pouvoir réside dans l'intention que tu y mets et dans la conscience que tu as de leur rôle. La vérité fondamentale, la plus libératrice de toutes, est que ta productivité réelle ne dépend pas d'un foyer impeccable, d'un bureau de magazine ou d'une étagère parfaitement organisée. Elle dépend de quelque chose de bien plus profond, de bien plus essentiel. Elle dépend de la clarté de ton esprit. Imagine un instant le professeur Einstein, dont le bureau était légendaire pour son désordre. Ses papiers s'entassaient, ses livres s'amoncelaient, et pourtant son esprit était d'une clarté révolutionnaire. Ses idées ont changé le monde, son environnement était-il le reflet de son chaos mental? Non, c'était le reflet d'un esprit en constante ébullition, un esprit qui priorisait la pensée sur le rangement. Sa productivité ne venait pas de l'absence de poussière, mais de l'absence de bruit mental, de l'absence de distraction interne qui l'aurait éloigné de ses équations complexes. C'est une distinction cruciale. Tu peux vivre dans un environnement parfaitement ordonné et avoir l'esprit brouillé par l'anxiété, la surcharge d'informations ou le manque de direction. Inversement, tu peux naviguer dans un certain désordre et posséder une clarté mentale et une concentration à toute épreuve. La propreté n'est qu'un décor. La pièce de théâtre, c'est ta capacité à penser, à agir, à créer. Alors, si c'est la clarté d'esprit qui est le véritable indicateur, quelle est la vraie question que tu devrais te poser chaque matin quand tes yeux s'ouvrent sur ton espace de travail? Quand tu t'apprêtes à plonger dans cette journée pleine de défis et d'opportunités, ce n'est pas la question superficielle et souvent culpabilisante. Est-ce que c'est propre? Non. Cette question est un piège, une distraction en elle-même. Elle te ramène à des normes externes, à des attentes sociétales qui n'ont rien à voir avec ton efficacité intrinsèque. Elle te pousse à te juger avant même d'avoir commencé. Cette question est un vestige d'une ère où l'apparence primait souvent sur l'essence. La question essentielle, celle qui doit résonner en toi avec une nouvelle puissance, est la suivante. Est-ce que cet environnement, tel qu'il est, me permet de faire mon meilleur travail aujourd'hui? C'est une question radicale, car elle ne te demande pas de te conformer, mais de t'évaluer. Elle ne te demande pas de suivre une règle, mais de te fier à ton intuition et à ta propre expérience. Elle te demande d'être honnête avec toi-même, sans jugement ni culpabilité. Regarde autour de toi. Est-ce que ce bureau, avec ses notes éparpillées et cette tasse à café d'hier, te donne l'espace mental pour te concentrer sur ce rapport crucial? Ou bien est-ce que cette pile de papier te stresse tellement que tu ne peux pas penser clairement? La réponse est en toi. Et la réponse à cette question peut te surprendre. Crois-moi. Car parfois la réponse sera un retentissant oui. Oui, mon environnement est tel qu'il doit être. Il me donne l'énergie, le calme ou la stimulation nécessaire. Parfois cet environnement, même s'il ne semble pas propre aux yeux du monde extérieur, est exactement ce dont ton cerveau a besoin pour fonctionner à son apogée. Un peu comme un jardinier qui sait que la terre n'a pas besoin d'être parfaitement lisse pour que les plantes poussent, mais juste suffisamment préparée pour les racines. Et d'autres fois, la réponse sera non. Non, ce désordre m'accable. Non, cette perfection m'inhibe. Tu pourrais te rendre compte que, étrangement, un peu de chaos est juste ce dont tu as besoin pour libérer ta créativité. Que le fait de ne pas avoir chaque chose à sa place te force à improviser, à chercher des solutions inattendues, à voir des connexions que tu aurais manquées dans un environnement trop rigide. Ce chaos peut être la toile de fond de tes plus grandes percées. Mais attention, accepter cette vérité demande du courage. Car es-tu vraiment, profondément disposé à défier tes propres croyances sur ce que signifie être productif? Es-tu prêt à te défaire des chaînes, des conventions, des attentes de la société, des images Instagram parfaites qui te murmurent ce que ton espace devrait être? Cela implique de laisser tomber cette culpabilité qui te ronge quand ton évier n'est pas étincelant ou quand tes dossiers ne sont pas classés par ordre alphabétique. Cela demande d'écouter ta propre voix intérieure, celle qui sait ce qui te permet de faire ton meilleur travail, plutôt que d'écouter les voix extérieures qui te dictent des normes irréalistes. C'est un acte de rébellion douce, un pas vers une productivité plus authentique, plus alignée avec qui tu es vraiment. C'est là que réside la liberté. La liberté de ne pas être l'esclave d'une balayette, mais le maître de ton propre état d'esprit. La liberté de choisir l'environnement qui te sert le mieux, même s'il ne ressemble pas aux photos éditées que tu vois en ligne. Et cette liberté est le véritable moteur de ta productivité. Elle te permet de diriger ton énergie vers ce qui compte, plutôt que de la gaspiller à maintenir une façade. Alors, après tout ce que nous avons exploré ensemble, après avoir remis en question les idées reçues et les injonctions modernes, une dernière question, une question finale et profondément inductive, doit te traverser l'esprit. Une question qui ne demande pas une réponse immédiate, mais une réflexion continue. Une question qui doit guider tes actions à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas changer dans ta propre routine de nettoyage et de travail après avoir entendu cela? Vas-tu continuer à courir après une perfection illusoire, vidant ton énergie dans une quête sans fin d'un ordre absolu qui ne te sert peut-être pas? Ou vas-tu, avec audace et curiosité, t'autoriser à expérimenter? Vas-tu laisser cette pile de livres sur ton bureau si tu sais qu'elle te stimule? Vas-tu tolérer un peu de désordre dans ton atelier si c'est là que naissent tes meilleures idées? Vas-tu te pardonner de ne pas être un robot de la propreté si cela signifie que tu as plus d'énergie pour te plonger dans ce qui te passionne vraiment? Oses-tu embrasser un peu de désordre, ton propre désordre unique, si cela signifie véritablement débloquer ton potentiel, ta créativité et ta productivité la plus authentique? C'est une invitation à la liberté, une invitation à l'efficacité réelle, celle qui ne se mesure pas à l'éclat de tes surfaces, mais à la puissance de tes idées et à la qualité de ton travail. Le choix t'appartient. Et ta réponse, qu'elle soit consciente ou subconsciente, façonnera ta productivité future d'une manière que tu n'imagines peut-être pas encore.